Donc, à mon tour de remercier notre collègue Augustin Boulanger et toute l'équipe de l'Institut catholique de Vendée d'avoir choisi, durant ces 2 journées, de parler, j'allais dire enfin, de la paternité. Pourquoi enfin? Parce qu'il me semble que depuis quelques années, nous autres juristes nous intéressons presque exclusivement à la maternité. Il est vrai que l'actualité s'y prête davantage avec des questions relatives à la gestation pour le compte d'autrui, dont nous avons déjà parlé, encore celles qui traitent de ce nouveau mode d'établissement de la filiation maternelle qui est la reconnaissance conjointe anticipée. Et ce qui est vrai pour les juristes, l'est également pour les autres disciplines, telles que la sociologie ou encore la psychologie. Et je regarde notre collègue M. Dupont, puisque dans son précieux Que sais-je intitulé Les pères et la paternité, vous avez conclu, page 99, pour vous dire que je vous ai lu attentivement, en parlant des pères, je vous cite que ce domaine d'investigation reste que modeste, très modeste à l'échelle des recherches sur la famille, et spécifiquement en comparaison avec la maternité. Alors, en droit de la famille, l'évolution de la paternité se caractérise par un affaiblissement progressif et constant, tant de la figure que représentent les pères au sein de la cellule familiale que de leurs droits. Et vous connaissez tous le pater familias dont il sera question tout à l'heure. Du pater familias de droit romain jusqu'au père moderne, il y a tout un monde qui s'est écoulé. Et cette évolution s'est traduite, cet affaiblissement s'est traduit aussi jusque dans la sémantique employée. Chacun se souvient du père qui était titulaire pendant très longtemps, et je cite le Code civil, de la puissance paternelle, ou encore du mari qui pendant longtemps était qualifié dans le Code civil, je le cite, seigneur et maître de la communauté. Alors les choses ont bien changé, et il est heureux qu'il en soit ainsi au nom des principes, et de principes aussi fondamentaux que celui de l'égalité des sexes, de la non-discrimination, encore plus récemment de l'intérêt de l'enfant. Alors, il m'a été demandé cet après-midi de vous parler de la remise en cause de la paternité, de la contestation. Alors, c'est un sujet qui est très technique, donc je vais aller à l'essentiel. Très technique parce qu'une remise en cause de la paternité, comme de toute autre filiation, suppose assurément, et dans tous les cas, un procès. Il n'y a pas de remise en cause sans contentieux, et qui dit contentieux au procès dit procédure et règles procédurales. Donc je vais vous parler de cette remise en cause, et sur ce terrain également la même évolution s'observe, celle d'une certaine précarisation de notre père, de cette paternité, parce qu'au fil des années qui se sont écoulées, la filiation paternelle s'est fragilisée, précisément parce qu'il est devenu aujourd'hui plus simple que hier de la contester. En la matière, les principales réformes ont été réalisées par 2 lois. La première, qui est une loi du 3 janvier 1972, dont je vous parlerai un petit peu tout de même, et l'autre, l'ordonnance du 4 juillet 2005. Et dans ce laps de temps, 72 à 2005, les règles juridiques qui gouvernent la contestation de la paternité sont passées d'un quasi-monopole du mari à un élargissement que l'on pouvait qualifier à une époque comme étant largement excessif. L'ordonnance du 4 juillet 2005, et cette dernière réforme du droit de la filiation, est revenue en matière de contestation de la paternité à beaucoup plus de mesures. Le système que ce texte a mis en place et qui est toujours en vigueur à ce jour relève, à mon sens, d'un exercice d'équilibriste, puisque le système imaginé en matière de contestation de la paternité en 2005 repose sur un subtil dosage entre plusieurs valeurs qui peuvent parfois paraître comme étant antinomiques. La première valeur mise en avant par l'ordonnance étant la fameuse recherche de la vérité biologique, dont on a déjà beaucoup parlé, mais en matière de contestation, ce n'est que elle qui compte, nous le verrons. Et la seconde valeur est la préservation de la stabilité des liens de filiation. Donc tout d'abord, la vérité biologique, qui est donc cette première valeur qui est mise en avant dans les règles juridiques qui s'appliquent aujourd'hui en matière de contestation de la paternité. Il est vrai que ce principe qui consiste à dire que la filiation doit correspondre au lien du sang, ce principe a été posé avec force et pour la première fois par la loi de 72, et puis réaffirmé au moment de la réforme opérée en 2005. En somme, et à l'endroit du père, le droit ne semble s'intéresser qu'à la seule biologie. En effet, aujourd'hui, le bien fondé d'une action en contestation de la paternité repose tout entièrement sur la preuve de la non-paternité biologique du défendeur.
Il faut pouvoir abolir la fausse paternité afin que le véritable père puisse s'y substituer. Telle est la philosophie du Code civil aujourd'hui. Cette preuve est exigée dans tous les cas, quel que soit le mode d'établissement de la paternité, que la paternité repose sous la présomption de paternité légitime, comme on l'appelait autrefois, qu'elle repose sur une reconnaissance. Dans les deux cas, on peut contester ce type de paternité en prouvant la preuve de la non-paternité de celui qui est indiqué dans l'acte. Et j'ajouterai que cette preuve est aussi possible dans l'action en contestation de la possession d'État, dont on a peu parlé ce matin, mais la paternité peut aussi s'établir par la possession d'État, et la Cour de cassation reconnaît qu'on peut combattre un acte de notoriété également en rapportant la preuve de la non-paternité biologique de celui qui est désigné comme étant le père. Bref, il n'y a finalement que deux situations aujourd'hui dans lesquelles une paternité peut être combattue sans avoir recours à cette vérité génétique. Celle qui consiste, alors c'est très marginal, celle qui consiste à contester non pas la sincérité d'une reconnaissance, mais sa validité. On prétend que la reconnaissance est nulle parce que telle condition de formation fait défaut, et on peut faire annuler une reconnaissance à l'endroit d'un homme qui pourtant est le père génétique d'un enfant. Et puis l'autre situation dont on a parlé rapidement ce matin est celle d'un enfant issu d'une procréation médicalement assistée avec tiers d'honneur, puisque dans ce cas, on l'a vu, la contestation en principe interdite redevient possible en prouvant, notamment, je reprends les termes du Code civil, en soutenant que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale ou encore en soutenant que le consentement a été privé d'effet. Mais en dehors de ces deux cas, encore une fois, lorsque vous voulez contester une paternité, il n'y a qu'un seul moyen, et j'y reviendrai, c'est la preuve génétique. La volonté constante des législateurs successifs de combattre coûte que coûte les paternités qui ne reposent sur aucun lien de sang explique alors que cette preuve de la non-paternité puisse être apportée très largement, notamment un très grand nombre de personnes peuvent rapporter cette preuve de non-paternité génétique, mais également puisse être rapportée par tout moyen. Tout d'abord par un grand nombre de personnes, et c'est vrai que notre droit ouvre très largement les actions en contestation de la paternité. Cela a toujours été vrai pour la paternité hors mariage, donc de l'homme non marié, et déjà sous l'empire de la loi de 72, une reconnaissance mensongère souscrite par un homme non marié pouvait être contestée par tout intéressé, par l'enfant, par la mère, par l'auteur de la reconnaissance, par le prétendu parent véritable, et même par le parquet, ce qui, en 72, était quand même une innovation procédurale assez majeure. Il n'en fut autrement que lorsque cette reconnaissance était corroborée par une possession d'État de plus de 10 ans, mais même dans ce cas-là, donc sous l'empire de la 72, les titulaires de l'action en contestation demeuraient somme toute assez nombreux. Aujourd'hui, les règles posées par l'ordonnance du 4 juillet 2005 à l'endroit de cette paternité de l'homme non marié reposent sensiblement sur la même mécanique. Une reconnaissance mensongère souscrite par un homme non marié, aujourd'hui, peut toujours être contestée par tout intéressé, dont le parquet, du moins lorsque cette reconnaissance n'est confirmée par aucune possession d'État. Et si le titre, donc l'acte de reconnaissance, est corroboré par une possession d'État conforme de moins de 5 ans, l'action peut encore être intentée, alors certes pas par tout intéressé, mais encore par un grand nombre de personnes, dont l'enfant, la mère, le prétendu père, et toujours et encore le ministère public. Quant à l'action en contestation de la possession d'État, elle est ouverte à tout intéressé, aujourd'hui comme hier. Ici, l'évolution la plus spectaculaire concerne assurément la paternité de l'homme marié. Parce que jusqu'en 1972, celle-ci, cette paternité de l'homme marié, ne pouvait être remise en cause par le seul mari, à l'exclusion de toute autre personne. Même l'enfant, même la mère, même le prétendu vrai père ne pouvaient jamais contester la paternité du mari. Il existait un monopole marital qui trouvait principalement deux explications. On disait dans les débats qui ont entouré la loi de 72 que le mari, rappelez-vous, à l'époque, il était qualifié, je le disais à l'instant, seigneur et maître de la communauté, que ce mari-là devait donc rester, en tant que bon seigneur, l'unique maître de sa famille et du statut des enfants qu'il a composés. La deuxième explication de ce monopole marital était de dire que puisque le mari supporte les effets de la présomption,
il doit aussi seul pouvoir y échapper. Donc lui seul peut donc contester sa propre paternité à l'exclusion de toute autre personne. Et donc le mari se retrouvait en 72, donc de 72 à 2005, vraiment tout puissant, puisque son inaction lui permettait, sur sa seule volonté, d'enfermer l'enfant dans une légitimité fictive. Et c'est la loi de 72 qui ouvrit quand même une brèche à cette vérité génétique ou à ce monopole marital, puisque d'une part, elle a, enfin, les différents désaveux de paternité légitime qui existaient à l'époque étaient certes réservés au mari, je le disais à l'instant, mais elle a quand même introduit cette loi de 72 dans le Code civil, l'ancien article 318 que tous les juristes en droit de la famille connaissent, qui, pour la première fois, a permis à la mère remariée avec le véritable père de l'enfant, sous certaines conditions, de contester la paternité du premier mari. Mais c'était la seule brèche, et elle était très minime, parce que l'action en contestation fondée sur 318 du Code civil ancien était, je le disais à l'instant, soumise à des conditions extrêmement compliquées et sévères. Là, pour certains, cette évolution était encore trop timide, évolution qui consiste à dire que désormais la femme remariée peut elle aussi contester la paternité de son ancien mari. Trop timide, bien que l'insertion de l'article 318 dans le Code civil fut acquise de haute lutte par les parlementaires. Ce n'était pas une mince affaire que d'insérer dans la loi la possibilité pour quelqu'un d'autre que le mari, fût-ce la femme, son ancienne femme, de permettre la remise en cause de cette paternité donc du mari. Et c'était alors sans compter sur l'inventivité de la jurisprudence, puisque sous l'Empire de la loi 72, la jurisprudence a interprété deux textes du Code civil à contrario. Alors c'est très technique, je ne vais pas m'y attarder, mais ce sont les articles 334-9 et 322. Mais l'interprétation à contrario de ces deux textes a fini par dire que dans certains cas très particuliers, d'autres personnes que le mari et donc son ex-femme peuvent elles aussi contester sa paternité. Alors, l'ordonnance 2005. L'ordonnance du 4 juillet 2005 entérina le mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, elle a supprimé les désaveux de paternité et par voie de conséquence le monopole du mari. C'est vraiment en 2005, uniquement en 2005, allais-je dire, que le monopole du mari a été supprimé. Et de l'autre côté, cette ordonnance est remplaçable par une action en contestation de paternité largement ouverte. Il existe aujourd'hui une action en contestation de la paternité largement ouverte, donc toute personne ayant intérêt, nous dit le Code civil, peut aujourd'hui, donc depuis 2005, engager cette action dès lors que le titre n'est corroboré par aucune possession d'État conforme. Et si d'aventure le titre, donc l'acte de naissance, est corroboré par une possession d'État conforme de moins de 5 ans, l'action peut encore être exercée par l'enfant, sa mère, son véritable père, ainsi que le ministère public. Bref, il est depuis 2005 loin le temps où le mari ne pouvait pas être inquiété, loin le temps où le mari lui seul pouvait décider de mettre fin à sa paternité. Donc toute personne, mais également tout moyen. Parce que l'autre coup porté à la paternité est finalement la facilité avec laquelle il est aujourd'hui possible de la contester. Non seulement toute personne ou presque peut contester la paternité, sauf quelques cas dont je vous parlerai tout à l'heure, mais depuis la loi de 72, la preuve de cette non-paternité peut se faire par tout moyen. C'est un principe inscrit dans la loi par le législateur 72, qui a été repris en 2005. Donc preuve par tout moyen. Donc en la matière, il n'y a plus d'acte minicule qui existait encore jusqu'à peu dans d'autres domaines. Il n'y a pas non plus de cas d'ouverture. Tout moyen de preuve peut être rapporté. Alors pendant longtemps, cette preuve, fût-elle libre, était quand même assez compliquée à rapporter, puisque pendant longtemps, on ne connaissait pas ni l'expertise comparée des sangs, ni l'expertise génétique, donc par comparaison des ADN. Et donc pendant longtemps, de 72 au début des années 80, on avait beau dire vous pouvez contester la paternité par tout moyen, mais c'était un petit peu compliqué puisqu'on n'avait pas ces moyens modernes de preuve. Et donc cela se passait souvent par des faisceaux d'indices qu'il fallait constituer. Et de la jurisprudence nous apprend que ces faisceaux d'indices finalement ne convainquaient que très rarement les juges, qui très souvent refusaient de remettre en cause la paternité établie. Les choses changeaient radicalement avec les progrès réalisés par les sciences biomédicales, avec tout d'abord l'examen comparé des sangs, qui est possible
depuis les années 65-66, 1965-1966. Puis surtout avec les années 90 qui a donné, enfin pas naissance, mais qui a fait s'émerger l'expertise génétique qui permet aujourd'hui, par une comparaison de l'ADN, vous le savez, d'affirmer avec une fiabilité de presque 100% que tel homme est ou non le père génétique de tel enfant. Et là, le contentieux, la contestation est devenu extrêmement simple. Non seulement, je vous le disais, presque toute personne peut agir, mais il suffit de demander l'expertise génétique et vous avez la preuve parfaite que tel homme est ou non le père d'un enfant. D'autant plus, comme l'a dit Madame la conseillère, il y a peut-être un arrêt, enfin deux, trois arrêts en droit de la famille qui sont des arrêts que tous les étudiants connaissent sur le bout du doigt. L'arrêt du 28 mars 2000 qui nous dit, au nom du droit à la preuve, qu'en matière de filiation, de filiation peut être dans ce domaine-là, l'expertise génétique est de droit, sauf motif légitime. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrêt de 2000, vous pouviez demander l'expertise, le juge pouvait la refuser, je schématise. Depuis l'arrêt de 2000, vous demandez l'expertise et elle sera prononcée, sauf s'il y a des motifs légitimes. La seule échappatoire, finalement, pour le père est de refuser de se prêter à l'expertise, puisque en droit français, l'article 16-11 alinéa 2 fixe pour condition à l'accès à l'expertise l'accord des intéressés. Donc si vous voulez expertiser les ADN d'un enfant et de son père légal, encore faut-il avoir l'accord des deux. Et donc la complication pourrait venir d'un refus du père de participer à une telle expertise. Mais ce refus-là n'est pas rédhibitoire, puisqu'il existe un autre texte, dans un autre code, l'article 11 du Code de procédure civile, qui indique que le juge peut tirer toutes les conséquences du refus. Et notamment, il peut estimer que si tel homme refuse de participer à un ADN, c'est que précisément, vous voyez, il est vraiment le père de l'enfant. Il a eu des choses à se cacher. Alors la Cour européenne des droits de l'homme nous dit quand même, oui, bon, très bien, mais vous ne pouvez pas, vous, juge français, uniquement déduire cette paternité ou cette non-paternité du seul refus. Il faut que ce refus soit corroboré par d'autres éléments. Et c'est cette position européenne qui a été reprise et qui a été posée d'ailleurs avant Strasbourg par la Cour de cassation. Donc le refus, oui, il peut toujours refuser. Le juge peut tirer toutes les conséquences de ce refus, mais il faut que ce refus, et dans le raisonnement du juge, soit corroboré par d'autres éléments probants. Donc tout cela pour vous dire que la paternité aujourd'hui n'est plus une énigme, et la performance des moyens de preuve modernes permet à coup sûr de rétablir la vérité biologique avec une certitude donc quasi absolue. La seule limite demeure peut-être le carcan réglementaire dans lequel est enfermée l'expertise génétique, puisqu'en France, elle a beau être libre, il faut quand même respecter les conditions très sévères, j'allais dire, de l'article 16-11. Par exemple, en France, les expertises sauvages sont interdites, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Le deuxième objectif poursuivi en matière de contestation de la paternité, donc accéder à la vérité génétique, mais aussi préserver dans le même temps la stabilité des familles, la stabilité et la paix des familles. Alors, encore une fois, on peut considérer que les deux ne sont pas tout à fait incompatibles, qu'il y a peut-être une antinomie entre les deux, mais je dois vous avouer, à mon sens, que la loi, l'ordonnance de 2005 qui arrive plutôt bien. Et c'est l'ordonnance de 2005 qui nous dit finalement très bien, il faut pouvoir contester la paternité à partir du moment où elle ne correspond plus à la vérité génétique, mais dans le même temps, il faut quand même préserver la paix des familles. Et donc l'ordonnance a eu une certaine suspicion vis-à-vis des actions de contestation trop tardives. Et il a inscrit certaines règles dans le Code civil qui nous permet d'éviter les excès, les abus en la matière. Et pour éviter ces excès et ces abus, notamment avoir des actions en contestation qui seraient trop tardives, c'est cela qu'on a voulu éviter, le législateur a inscrit deux garanties dans notre Code civil qui sont très procédurales. D'une part, alors comme par le passé, la loi considère que la possession d'État continue à être parfois un verrou de la contestation, c'est-à-dire que si le titre est corroboré par une possession d'État, au bout d'un certain temps, on ne peut plus contester parce que la vérité du sang est corroborée par la vérité des sentiments.
Et ensuite, la deuxième garantie procédurale consiste à dire, on l'a dit ce matin rapidement, que les délais de prescription de l'action de contestation doivent être un peu plus réduits pour éviter ces actions de contestation tardives. Donc, tout d'abord, la possession d'État comme verrou à la contestation. Alors, le procédé n'est pas nouveau. Déjà, sous l'Empire de la loi de 72, nul ne pouvait contester l'état de celui qui avait une possession d'État conforme à son titre de naissance. Et aucune durée minimale de possession d'État n'était fixée à l'époque, si bien que si le titre, donc acte de naissance et reconnaissance, était corroboré par une possession d'État qui peut-être n'a duré que quelques mois, la paternité était définitive et plus personne ne pouvait remettre en cause cette paternité. La possession d'État continue constitue le verrou et donc rendait définitivement impossible toute contestation de cette paternité. Le raisonnement était donc le suivant: si l'homme désigné dans l'acte de naissance ou dans l'acte de reconnaissance se comporte dans les faits comme étant le père de l'enfant, c'est que très probablement il l'était véritablement. Mais cette analyse ne valait que pour la seule paternité à l'époque légitime, paternité de l'homme marié. À l'endroit de la paternité de l'homme non marié, la possession d'État ne produisait pas un tel effet, du moins pas dans l'immédiat. Il fallait attendre une possession d'État de plus de 10 ans avant de pouvoir rendre cette paternité incontestable. Donc, vous voyez aussi, il y a cette différence de traitement entre l'homme marié et l'homme non marié. L'ordonnance de 2005 opéra en la matière 3 changements qui me semblent salutaires. Tout d'abord, depuis 2005, la possession d'État verrouille toujours la paternité, mais pas tout de suite, pas dès le premier jour de la paternité, pas dès le premier jour de la possession d'État, mais il faut attendre un certain temps de possession d'État. Et ça, c'est une grande innovation. Ce temps est de 5 ans, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième innovation consiste à dire que les règles s'appliquent uniformément désormais, depuis 2005, à la contestation de toutes les paternités, qu'elles soient paternité du mariage ou paternité de l'homme non marié, puisque je vous disais rapidement tout à l'heure qu'il y avait une distinction entre les deux sous l'Empire de la loi de 72. Donc que la filiation soit une filiation paternelle du mari ou celle d'un homme non marié, la possession d'État verrouille désormais ce type de paternité au bout d'un certain temps, donc 5 ans, vous disais-je tout à l'heure. Et puis ensuite, la troisième innovation consistait à dire que malgré l'existence d'une possession d'État de 5 ans depuis 2005, l'action en contestation demeure encore ouverte, ce qui n'était pas le cas par le passé, au ministère public, dans le délai de 10 ans, mais uniquement dans certaines conditions qui sont fixées à l'article 336. C'est-à-dire que le ministère public peut encore agir en contestation de la paternité, malgré le fait que le titre soit corroboré par une possession d'État de plus de 5 ans. Alors, à mon sens, c'est une sage précaution qui est guidée par la volonté de ne pas enfermer à tout jamais l'enfant dans une filiation fictive, mais surtout, l'exception n'est pas si exceptionnelle, j'allais dire, puisque ce principe qui consiste à dire que le ministère public peut toujours agir dans les conditions de l'article 336 répond finalement à un autre principe du droit selon lequel la fraude corrompt tout, parce que le ministère public ne peut agir en contestation au-delà des 5 ans, notamment en cas de fraude en la matière. Alors, pour garantir la stabilité du lien de filiation, le législateur a également choisi en 2005 d'agir sur les délais de prescription des actions en contestation. Parce que les délais posés par la loi de 72 pouvaient paraître bien excessifs à plus d'un titre. Tantôt, le délai posé par la loi de 72 était excessivement bref. À titre d'exemple, le désaveu de paternité, il en existait 3-4, ne pouvait être exercé par le mari que pendant 6 mois. Et lorsque la mère voulait agir sous le fondement de l'ancien article 318, elle devait agir dans les 6 mois de son remariage avant que l'enfant n'ait 7 ans. Donc c'était quand même un délai très, très, très bref. Et puis tantôt, le délai posé par la loi, donc sous l'Empire de la loi de 72, était excessivement long. Les actions en contestation, certaines d'entre elles, notamment lorsqu'elles étaient ouvertes à tout intéressé, s'exerçaient pendant 30 années. 30 années, et donc ce qui était quand même très long, et 30 années qui étaient suspendues à l'endroit du mineur lui-même. Donc si le mineur voulait agir au moment de sa majorité, il pouvait encore contester sa propre paternité jusqu'à son 48e anniversaire.
Alors, imaginez un enfant qui, à 47 ans, contestait à l'époque la paternité de son père. Imaginez les effets dévastateurs de cette remise en cause sur l'ensemble de la structure familiale. Alors, à l'occasion de la réforme de 2005, le législateur est revenu à une plus grande mesure dans ces délais de prescription, alors sans grande hésitation au nom de la sécurité juridique, puisque désormais le délai est de principe est de 10 ans, et le Code civil nous dit 10 ans, sauf lorsque ces délais sont enfermés par la loi dans un autre délai. Alors, il existe un cas où la loi enferme le délai de 10 ans dans un autre délai, enfin l'action dans un autre délai. C'est l'hypothèse où le titre est corroboré par une possession d'état de moins de 5 ans. Donc lorsque le père se comporte comme le père de l'enfant depuis moins de 5 ans, l'action est encore possible pendant 5 ans, non plus de 10 ans. Bref, et toujours suspension du délai pendant la minorité de l'enfant. Alors, à l'issue de l'ensemble de ces considérations, alors encore une fois un peu technique, et je vous prie de m'en excuser par avance, il me semble possible d'affirmer qu'en matière de contestation de la paternité, les règles françaises, et je le disais en introduction, sont plutôt bien pensées et présentent une cohérence d'ensemble. Je ne dirai pas toujours cela des autres règles de droit de la famille, mais celles-ci me paraissent quand même bien pensées et bien mesurées. Alors certes, tout n'est pas parfait, mais les dispositions de l'ordonnance de 2005 ont permis de corriger un système qui était applicable jusque-là, qui était à la fois discriminant, extrêmement complexe et surtout profondément dangereux pour la paix des familles, puisqu'encore une fois, on pouvait dans certains cas contester la paternité jusqu'au 48e anniversaire de l'enfant. Pour autant, plus que jamais, le père reste dans notre législation, alors pour reprendre une image biblique, une sorte de colosse au pied d'argile. S'il représente toujours cette figure importante autour de laquelle le droit de la famille, le droit de la filiation est toujours construite, il faut quand même bien noter que finalement sa paternité est extrêmement fragile et extrêmement précaire parfois, parce que, comme je le disais, beaucoup de personnes peuvent la contester et assez facilement avec les preuves scientifiques qui existent aujourd'hui. Et cette fragilité pourrait même encore s'accentuer dans un avenir plus ou moins proche pour deux raisons très rapidement, me semble-t-il. Tout d'abord, la volonté de plus en plus affirmée de la Cour européenne des droits de l'homme de permettre la contestation de la paternité, et ça a été dit par ma collègue, même lorsque l'action de contestation est irrecevable, parce que délai prescrit, parce que prescription. On a déjà pas mal, 3-4 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui estiment que si le délai de prescription est écarté, je schématise, le prétendu père ou le père doit encore pouvoir contester, puisqu'il y va parfois de l'intérêt de sa vie privée et familiale. Et dans un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de Strasbourg, alors que je connais bien, parce que elle est à Strasbourg, et c'est notre voisine, alors nous fréquentons souvent les juges européens, alors c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre comment ils raisonnent, mais ça permet de mesurer le sens des arrêts qu'ils rendent, même si les arrêts sont quand même des arrêts toujours très bien argumentés, des arrêts très longs. Mais pour avoir la construction de l'arrêt, on interroge les juges qui ont composé la Chambre, et souvent on a quand même on comprend mieux les choses. Et donc dans l'arrêt du 12 octobre 2023, la Cour martèle quand même que, alors les mots ont un sens, je cite, et vous l'avez dit aussi, il existe un intérêt vital, donc un intérêt pour la vie ou pour la mort de la personne, un intérêt vital pour un individu à ce que la vérité biologique soit légalement établie. Donc, elle ne se focalise en matière de contestation que sur la vérité biologique. La Cour, ici, contrairement à d'autres sujets, j'ai envie de vous dire, n'a que faire des sentiments. En matière de vérité biologique, en matière de contestation, c'est la vérité des gènes qu'elle met en avant, la vérité qui est vitale pour l'intérêt parfois de l'enfant et surtout du père. Et donc ça, c'est le premier point d'évolution, c'est de dire que finalement, la Cour européenne des droits de l'homme semble nous imposer de réouvrir les actions en contestation, seraient-elles déjà déclarées irrecevables parce que prescrites. Et ce qui n'arrange rien, c'est que s'y ajoute l'exigence de la proportionnalité qui peut aussi amener nos juges nationaux à s'écarter d'une application mécanique des règles en vigueur, tantôt pour sauver le père et tantôt pour le faire tomber.
Et l'autre évolution, ou raison d'évolution, est à mon sens, là encore on en a parlé ce matin, et l'émergence de certaines nouvelles configurations familiales de notre société. Alors, notamment une configuration dont on parle peu encore actuellement, encore que depuis quelques mois, la donnée se retrouve dans certains écrits. C'est la fameuse pluriparenté dont on parle quand même et qui est très connue au Québec, avec un arrêt de la Cour suprême de Québec du mois de juin dernier. Pluriparenté qui fait son chemin outre-Atlantique, mais qui vise à permettre à un enfant d'avoir tout à la fois deux parents potentiellement, plus de deux parents potentiellement, plus de deux pères ou plus de deux mères, sans qu'il y ait de limite finalement. Alors certes, ce phénomène, pour l'instant, je le disais, s'observe surtout dans les pays d'Amérique du Nord, mais je pense qu'il ne fait, à mon sens, pas de doute qu'un jour ou l'autre, peut-être pas si lointain, il sera revendiqué dans notre pays. Bref, le père est donc ce colosse aux pieds d'argile. Merci beaucoup.